Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Amélie Enzer et aujourd'hui je vais vous parler de Dune. Alors j'ai découvert l'univers de Dune en regardant le film de 1984 par David Lynch. Et je l'ai découvert à l'adolescence lors d'une rediffusion et en fait j'avais été fascinée par cet univers. Je me souviens que ça m'avait beaucoup travaillé la nuit, j'avais beaucoup repensé à cet univers et j'avais été complètement envoûtée. Alors forcément, quand le film de Villeneuve en 2021 est sorti au cinéma, j'ai couru le voir et j'ai adoré. J'ai tellement adoré ce film que je suis allée le voir 2 fois et franchement j'aurais pu aller le voir une troisième fois. J'ai été complètement happée par l'histoire, par la planète, il y a quelque chose de vraiment envoûtant dans ce monde. Et ça m'a donné envie de lire le livre. Et du coup, quand j'ai découvert ce bijou dans la boîte à livres, et ben, je me suis dit, c'est un signe, il faut que je le lise. Alors voilà, cet été, je m'y suis mise. En fait, je l'avais récupéré pour mon mari, qui l'a adoré et qui m'a dit, lis-le, lis-le, lis-le. Donc au bout d'un moment, je m'y suis mise et j'ai pas regretté. J'ai retrouvé cette ambiance envoûtante que j'avais retrouvée dans les 2 films, mais avec beaucoup de choses en plus dont je vais vous parler. Alors, le livre Dune a été écrit en 1965 par Frank Herbert. Au début, c'était juste ce livre-là, puis il a écrit d'autres livres qui sont des suites. Et par après, son fils notamment a repris l'univers et a écrit vraiment énormément de cycles et de sagas. Donc moi, je me suis contentée pour le moment du premier tome. Je lirai peut-être la suite plus tard. Avec Dune, on suit la fin des Atréides, qui est une famille très très influente dans un empire galactique où il y a plusieurs familles. Et l'empereur décide d'attribuer la planète Arrakis à la famille des Atréides, alors qu'auparavant, pendant des décennies, elle était occupée, elle était gouvernée par les Harkonnen. Donc les Harkonnen, en fait, ça va être les ennemis des Atréides. C'est des personnes, ils sont très très particuliers, très sombres, très manipulateurs. Ils empoisonnent beaucoup. Et les Harkonnen, donc voilà, ça va être l'ennemi des Atréides. Et Paul Atréide va assister à la chute de sa famille et va devoir trouver du soutien dans le désert avec un peuple un peu rebelle, un peu nomade, qui sont les Fremen. Donc en fait, c'est vraiment trois entités, on va dire, essentielles au livre. C'est les Harkonnen, euh, les Atréides et les Fremen. Arrakis est une planète très particulière puisqu'en fait, c'est une planète qui, bien qu'elle appartienne à l'Empire, elle n'obéit pas vraiment. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur Arrakis qui ne sont pas censées se passer. Par exemple, elle n'est pas surveillée par des satellites. Les satellites ont interdiction de surveiller la planète. On sait qu'il y a des Fremen, qui sont des personnes, en fait des autochtones, qui vivent sur cette planète, qui ont réussi à vivre malgré tout, parce que c'est une planète désertique où il n'y a pas d'eau. Euh, Toute l'eau qu'on récupère, toute l'eau qu'on utilise est de l'eau récupérée, récupérée grâce à des sortes de combinaisons notamment qui récupèrent à la fois la sueur et l'urine et les excréments et en fait tout est trié dans leur combinaison pour en fait ne pas perdre d'eau. Et donc du coup la question de l'eau est vraiment essentielle. Il y a 2 ressources qui sont essentielles sur Arrakis, c'est l'épice et l'eau. Donc l'eau, je viens d'en parler, donc ça va être tout le débat, en fait, toute la question de l'eau est assez centrale, sur la planète. Mais cette planète-là, elle est c'est là où on récolte l'épice. L'épice est une substance assez particulière qui a plusieurs fonctions. Ça, déjà, c'est une fonction, c'est une épice, donc au premier sens du terme. Donc on s'en sert pour mettre dans le café, pour épicer en fait, pour mettre du goût. Elle a aussi des propriétés addictives, voire c'est presque une drogue dans certains cas. Si on en abuse, ça devient une drogue. Donc du coup, il y a aussi le côté récréatif de l'usage de l'épice. Mais c'est également un outil essentiel à la guilde. Donc la guilde, c'est elle qui va gérer tous les transports interplanétaires. Et donc du coup, on ne sait pas trop comment ça marche mais ils ont besoin de l'épice pour pouvoir plier le temps et faire des bonds spatio-temporels pour faire les déplacements. Donc voilà, l'épice, c'est à la fois la petite épice qu'on va mettre dans le café que l'essence en fait.
Donc du coup, c'est un gros gros enjeu économique sur la planète, puisqu'il n'y a que sur cette planète-là qu'on trouve l'épice. Donc elle ne peut pas être perdue au niveau de l'autorité de l'Empire, mais la personne la famille, le clan qui gère l'épice, c'est le clan qui va faire énormément de profit. Euh, et du coup, il y a tout plein de complots qui se créent autour de la gestion de l'épice. Donc ma lecture, en fait, j'ai lu le livre en une semaine. Donc pour info, il y a 825 pages sans les annexes. Parce qu'il y a des petites annexes de vocabulaire et tout ça. Donc voilà, bon, après c'est en pocket, donc c'est en poche. Donc voilà. Mais ça reste quand même un assez gros pavé que j'ai lu très très vite. Parce qu'en fait, on est vraiment pris dans l'histoire. On est envoûté. Et même si je connais l'histoire, je connais la fin. Et de toute façon, il y a aussi, je reviendrai dessus, mais il y a aussi une façon d'écrire où on connaît la fin dès le début. C'est très très particulier, mais en fait on est envoûté, on est happé par le livre, on est vraiment pris dedans pour savoir comment les choses vont se dérouler, est-ce qu'il y aura une chance de s'en sortir malgré tout, et, euh, et voilà, et ça se lit très très vite. Donc le livre se fait en fait un peu en deux phases. Donc il y a une première phase qui est vraiment la chute des Atréides, et la deuxième phase où c'est Paul qui rejoint les Fremen, et on découvre les Fremen, il va aussi prendre sa place de Messie, puisqu'il est perçu comme Messie à la fois par les Fremen, à la fois pour les Bene Gesserit. Et donc du coup, voilà, il a grâce à ses capacités qu'il a déjà et qu'il va développer par la suite, en fait, il a un rôle de Messie. Là, on a ce découpage en deux parties qui correspond plus ou moins au découpage du film, pour ceux qui l'ont vu. À une scène près, on est dans le découpage au bon moment, en fait. Je reviendrai sur ce découpage puisque en fait le ton du livre change beaucoup de la première à la seconde partie. Et voilà, je reviendrai sur mon expérience de lecture à ce niveau-là. La chose qui est un peu particulière aussi avec ce livre, c'est que chaque début de chapitre, on a un petit paragraphe, donc vous ne le voyez pas forcément bien. Hop. Ce paragraphe, c'est un extrait du manuel de Muad'Dib. Muad'Dib, c'est un des surnoms de Paul, un des noms de Paul chez les Fremen, par la princesse Irulan. Donc Irulan, c'est la fille de Padishah IV. Donc en fait, les chapitres commencent par un extrait de la biographie plus tardive que ce livre-là de Paul. Et donc du coup, en fait, il raconte dès le début, on apprend, voilà, je vais raconter comment la famille, comment Leto Atréides est mort et comment Paul est devenu Muad'Dib. Donc voilà, ça commence tout de suite comme ça. Donc, ou comment mon père a réussi à comploter contre la famille Atréides. Donc c'est vraiment comme ça que commence l'histoire. Donc en fait, c'est particulier parce qu'on est spoilé dès le début du chapitre. Alors, malgré tout, on est pris dans la lecture parce qu'on a envie de savoir comment c'est possible. Puis on se dit, mais qui c'est qui va en réchapper, comment ça va se faire et tout ça. Donc malgré le fait qu'on sache ce qui va se passer, on est quand même happé par l'histoire. C'est une écriture très particulière parce que c'est un sacré pari pour l'auteur de raconter ce qui va se passer avant, de divulgacher de divulgacher en fait son propre livre, c'est particulier. C'est pour ça qu'en fait ce que je vous dis c'est pas vraiment du spoil parce que finalement quand vous allez le lire vous allez très vite vous rendre compte que vous savez ce qui se passe. Mon avis il est très positif, comme je l'ai dit, ce livre m'a vraiment envoûtée. Encore une fois et ça m'a fait le même effet quand j'ai arrêté les films à la fin quand il y a le mot fin qui se met, pour les deux films différents mais encore plus pour celui de Villeneuve. J'étais là, j'avais pas envie de partir d'Arrakis, j'avais envie de rester dans cet univers et même s'il est très sombre, très particulier, ça m'a fait le même effet pour le livre. Je vous dis, il y a quelque chose dans l'histoire, puisque vu que peu importe le format, je suis envoûtée, c'est qu'il y a vraiment quelque chose dans le roman lui-même, dans la construction de l'univers qui m'envoûte, qui me prend complètement et je suis fan. J'ai aussi énormément aimé la complexité de l'univers, donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est quelque chose que j'apprécie énormément. C'est ce que j'adore chez Tolkien, c'est ce que j'aime dans les Star Wars, dans les films de science-fiction, donc là-dessus on n'est pas déçus. L'univers est complet puisqu'en fait, alors il est organisé en plusieurs entités. Donc c'est un univers qui est très construit puisqu'on retrouve un empereur, Padishah IV, qui est au sommet de la hiérarchie. Il y a le Landsraad en fait, qui est une sorte de guilde de communauté, de famille, de conseil en fait, des grandes familles
Et en fait, justement, Leto, Atréide, est très influent et c'est ce qui va lui valoir en fait de vouloir être chassé, voilà, d'attirer l'antipathie de Padishah IV. Padishah IV, donc du coup, l'empereur ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Il est très dépendant de ses familles, de ce conseil de famille. Et c'est pour ça que bon, il va se servir des Harkonnen pour faire tomber les Atréides. À côté de ça, on a aussi des structures qui ne dépendent pas complètement de l'Empire, en fait. Donc on a le SHOM, qui est une sorte de guilde de commerce, si je dois résumer grossièrement. On a l'ordre Bene Gesserit. Donc les Bene Gesserit, elles sont vraiment indépendantes. Elles font ce qu'elles veulent. Elles font ce qu'elles veulent. Elles ont leur propre logique, leurs propres ordres. Et elles sont très puissantes. Presque elles sont craintes aussi par les autres structures. Et personne ne comprend trop comment elles sont là, pourquoi elles sont là. On le sait à la fin un petit peu puisque Jessica en parle, mais c'est pas très clair non plus. Et enfin, on a la guilde. Donc la guilde, ça va être la banque et aussi la responsable des voyages galactiques. Donc celle qui gère l'épice et qui s'occupe de le vendre, de récupérer l'argent. Donc voilà, c'est aussi elle a aussi ses intérêts dans la chute des Atreides. Donc Bene Gesserit, en fait, c'est une sorte d'ordre de femmes. On ne sait pas trop au début ce qu'elles font, mais en fait, c'est d'un côté, elles sont formées pour avoir des pouvoirs. Donc ces pouvoirs, c'est essentiellement au niveau du... Il y a deux choses. Il y a le sens de l'observation. Donc en fait, elles ont un sens d'observation très très aigu sur les objets, sur les attitudes des gens. Elles perçoivent le moindre changement de voix, le moindre changement d'attitude. Et en fait, elles arrivent à savoir si la personne ment ou pas pour certaines. Et ce qui fait qu'en fait, elles devinent très très bien. Et à côté de ça, elles apprennent aussi à gérer énormément les sentiments, les peurs. Donc en fait, elles ont qu'est-ce qu'on appelle la méthode. Donc c'est de l'autodiscipline qui est très très poussée. Et voilà, donc du coup, c'est pas vraiment des pouvoirs, mais c'est des capacités intellectuelles, psychiques, de contrôle de soi et d'analyse du comportement des autres qui est très poussée et qui les rend un peu suspectes aux yeux des autres personnes en fait. Parce qu'elles sont traitées souvent de sorcières. Donc les Bene Gesserit, donc Jessica, la mère de Paul, est aussi une concubine. En fait, l'ordre Bene Gesserit envoie des femmes sélectionnées dans certaines familles, dans certains clans, pour pouvoir avoir des enfants et donner des héritiers. Toujours des filles, c'est toujours des héritières. Elles n'engendrent que des filles, sauf bien sûr Jessica, qui désobéit et a donné un fils à Leto Atreides, donc Paul. Donc Paul est déjà particulier puisque c'est un homme Bene Gesserit. Donc c'est ce qui lui vaut déjà des particularités. Il n'est pas forcément, c'est pas forcément bien vu puisqu'elle a désobéi. En fait, elle a trahi Jessica. Et ça, c'est annoncé dès le premier chapitre. Donc Paul, du coup, a été élevé avec les pouvoirs, entre guillemets, des Bene Gesserit qu'il n'est pas censé avoir. Certainement pas pour un homme non plus. Donc à ça, et voilà, et à ça s'ajoute aussi toute une légende, une légende de Messie, de prophétie sur lui. J'ai beaucoup aimé aussi la planète Arrakis. Donc Arrakis, c'est le nom de la planète. En fait, comme elle est essentiellement désertique, elle est surnommée Dune. Donc voilà pourquoi le nom, en fait, c'est le surnom de la planète. Donc Dune, la planète elle est gérée du coup par une famille, donc d'abord les Harkonnen puis les Atreides, et ceux qui vont récolter l'épice, mais vivent cachés dans le désert, sous les dunes, essentiellement dans des raigs, donc des massifs montagneux, des massifs rocheux en fait, vont vivre les Fremen. Les Fremen, comme j'ai dit, c'est des autochtones qui ont leur propre structure, leur propre religion. Ils vivent dans le désert, donc il y a aussi toute une construction, toute une culture fremen liée à l'eau, à la gestion de l'eau jusque dans les rites funéraires, puisque quand une personne meurt, on va récupérer son eau, parce que sinon c'est du gaspillage. Et voilà, donc il y a tous les fremen qui sont sous-estimés au début, puisque on pense qu'il y en a une poignée, et en fait on se rend compte qu'il y en a beaucoup plus que ça. Ils vivent dans des sietches. Les sietches, c'est en fait des villes fremen. Ils ont une sorte de mode de vie assez nomade, puisqu'ils changent de lieu, ils ont des lieux plus de vie, des lieux pour la récolte d'eau, ils ont des caches d'eau aussi, donc c'est très particulier, ils ont leur religion, leur système
de société. En fait, ils ont leur propre société. Donc j'ai vraiment aimé découvrir ça, c'était intéressant. Et voilà, après c'est des choses que j'apprécie beaucoup, c'est découvrir des cultures différentes et j'aime quand l'univers il est construit. Donc là-dessus, Dune m'a vraiment comblée. J'ai adoré ma lecture, mais j'aurais quelques points négatifs à souligner. Le premier, c'est que l'écriture est très froide, très factuelle. Il y a très très peu de sentiments. Alors c'est normal parce que c'est un univers assez dur. Dune, c'est pas de la romance, c'est dur, même s'il y a une petite histoire. Il y a des sentiments, mais ils sont très cachés. Comme le point de vue est souvent autour de Jessica et de Paul et que c'est des personnages qui pratiquent la méthode Bene Gesserit, euh, ils sont beaucoup dans le contrôle des émotions. Ils luttent contre leurs propres peurs, contre leurs propres émotions. Dès qu'ils paniquent un petit peu tout de suite, grâce à la méthode, ils reviennent au calme. Donc en fait, on a très peu de sentiments. Parfois, on a presque l'impression d'être dans un film, tellement la caméra, elle montre les gestes, elle montre les pensées, donc c'est un peu particulier, un peu comme s'il y avait une voix qui expliquait, mais le ressenti des personnages est très peu mis en avant, voire tu. Donc c'est vrai que c'est un peu déstabilisant au début parce on aimerait bien rentrer un peu plus dedans. J'ai aussi été frustrée dans les descriptions. Je trouve que, encore une fois, comme l'écriture est assez froide, assez factuelle, on va voir, voilà, si c'est un rocher, on décrit les rochers, on va décrire le couloir, mais on a très peu finalement de descriptions. Ou alors c'est très factuel, genre ben, ça fait 3 mètres sur 4, enfin un truc comme ça. Mais ça manque de sensations, ça manque d'odeur, ça manque de toucher, ça manque de plein de choses. On a des types de sable, mais encore une fois, on sait pas assez décrit sur la sensation que tel type de sable par rapport à un autre. Donc voilà, encore une fois, on retrouve cette écriture assez froide, assez factuelle. Euh, et, euh, et finalement, j'ai presque été frustrée dans certaines scènes, donc notamment les sketchs, où je trouve que ça manquait de description. Et donc du coup, je vais attendre le film. J'attends le film pour avoir une idée de à quoi ressemble un sketch, parce que j'ai pas été assez comblée au niveau des descriptions pour être satisfaite de- pour être complètement immergée dans la culture Fremen. Alors la deuxième partie m'a aussi interpellée. Je vais essayer de pas trop spoiler parce que le film n'est pas sorti et que tout le monde n'a pas lu le livre. Mais le ton change beaucoup. On a dans la première partie Paul qui a des visions, donc ça je ne l'ai pas dit tout de suite, mais en fait il a des visions, c'est une des raisons de ses pouvoirs psychiques, il a des visions de probabilité, de futur probable. Euh, et peu à peu, grâce à l'épice, grâce au contact de l'épice, ses visions, ses capacités vont se développer et il va voir beaucoup plus loin. Dans la première partie du livre, pardon, mais aussi du film, un moment, il va prendre un peu une bouffée d'épices et il va voir une sorte un djihad, une guerre sainte en son nom. Et en fait, il va tout faire pour éviter. Donc tout le livre, il veut éviter cette guerre sainte. Dans la deuxième partie du livre, il se retrouve à devoir, plus ou moins pour des raisons d'autorité, parfois jouer sur ce statut de messie. Je ne vais pas vous le dire parce que j'arrive pas à le dire. Je vous écrirai le mot. Il va jouer ce rôle et en fait, petit à petit, il va frôler avec la limite je veux pas être un messie, je veux pas cette guerre sainte, mais j'utilise cette image pour fédérer, et donc du coup, il frôle vraiment que la limite, et ça c'est un peu quelque chose qui m'a un peu dérangée, parce que il tourne, c'est assez particulier la façon dont il tourne. Il y a beaucoup de mysticisme dans la deuxième partie. Paul devient presque parfois antipathique, je le trouve trop froid, trop direct. Même avec sa mère, il a des façons de répondre où j'ai envie des fois de lui dire oh, tu te calmes s'il te plaît. Même elle a du mal à reconnaître son fils certaines fois, sans être désagréable pour autant. C'est juste qu'il devient plus froid, plus distant. Alors déjà que c'est une écriture assez froide et distante, là Paul devient encore plus distant avec la réalité, avec les faits. Et c'est quelque chose qui m'a finalement un peu déstabilisée. La dernière chose que je reproche à Frank Herbert, c'est presque un manque d'imagination sur certains points. Alors, il a fait énormément preuve d'imagination dans la culture, dans l'univers, il a vraiment construit son univers, mais il y a des petites choses où je me dis, là, il aurait pu inventer au lieu de récupérer. Donc, je prends l'exemple de l'épice. Donc, l'épice, comme j'ai dit, ça sert à la fois au voyage et à l'argent, et c'est aussi une drogue, mais c'est aussi une épice qu'on met dans le café, dans la cuisine.
Et pour ça, quand il a décrit le goût et l'odeur de l'épice, je me suis dit, bah, c'est un petit peu dommage. En fait, ça a un goût de cannelle. Alors je me suis dit, bon, parmi toutes les épices qu'on a sur Terre, si vraiment il fallait choisir une qu'on connaît déjà, euh, autant choisir une qui est moins connue. La cannelle, c'est un côté tellement banal, surtout pour la Suisse. On en met vraiment dans plein de choses. Dès qu'il y a de la pomme, on met de la cannelle. Donc voilà, la cannelle, c'est quelque chose d'assez banal dans certaines cultures culinaires. Donc voilà, c'est un peu... Je trouve ça un petit peu dommage. L'autre chose aussi, c'est au niveau des religions. Alors d'une, se veut se dérouler des centaines d'années, peut-être, je sais pas trop exactement parce que c'est pas dit clairement, mais ça se veut passer dans notre futur. Donc ce tome-là n'en parle pas, mais je sais que par la suite, on en parle très légèrement. La Terre est plus ou moins perdue, mais les personnages de Dune sont des descendants de la Terre. Et donc, les religions sont les mêmes que sur Terre, sachant qu'elles ont évolué. Herbert a récupéré des religions terriennes actuelles pour les détourner, mais en faire quelque chose. Et en fait, au bout d'un moment, à la fois, elles n'ont rien à voir, mais à la fois, les termes sont les mêmes, comme la Bible, comme les catholiques, autant inventer complètement et faire un truc complètement différent, plutôt que récupérer des termes de religion de notre planète et de notre culture. Alors, le bilan de ma lecture, j'ai adoré mon livre. Je pensais que ça serait plus difficile à lire parce qu'on m'avait dit attention, faut s'accrocher, faut être concentré pour bien profiter. Et au final, je l'ai lu très très vite parce qu'il y a ce côté fluide. Comme il y a peu de descriptions, que c'est très factuel, on est pris dedans, on est happé dedans et en fait, on a envie d'en savoir plus sur la planète, on a envie d'en découvrir plus, de découvrir l'univers, de vraiment se plonger dedans. Et, euh, et voilà, j'ai vraiment adoré ma lecture. Mais toujours est-il que, bah voilà, moi j'ai fini le livre et la première chose que j'ai envie de faire, c'est de revoir les films. Enfin, revoir le film de Villeneuve, puisque je vous avoue que celui de David Lynch, il pique un peu maintenant. Et donc, du coup, voilà, je vous conseille aussi, bah, si vous avez aimé le film de Villeneuve, de lire le livre. Et j'attends la suite avec impatience, à la fois pour les descriptions, puis aussi pour me replonger dans l'univers. Donc voilà. Je vous conseille vraiment Dune. C'est une bonne lecture.